Bonjour à tous et à toutes. Désolé pour ce petit inconvénient lié au streaming. Je disais que voilà, aujourd'hui, on aura un petit échange en fait autour de la thématique du SOC. Donc, moi-même, je suis Amin Medawi, je suis directeur de sécurité technique au sein de Sekera et je suis très ravi d'être accompagné par Monsieur Tarek Reddah, manager SOC au sein de Sekera. Bonjour Tarek. Bonjour Amine. Du coup, aujourd'hui, en fait, on va aborder un sujet qui est assez intéressant. Intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, en tant que prestataire de service, le sujet SOC, c'est un sujet qui est toujours passionnant pour entamer des discussions. Et également, il y a plein de problématiques qu'actuellement les entreprises qui ont déjà des SOC en place essayent de résoudre, et aussi les organismes et les entreprises qui ont une vision de monter des SOC aussi se posent des questions. Et du coup, nous avons choisi cette thématique qui tourne autour de l'exhaustivité dans le SOC vis-à-vis de l'état de menace, afin de proposer une sorte de vision qui permettra de traiter le besoin ou la vocation. Dans la collecte de logs, généralement, on pense atteindre cette exhaustivité en envoyant tous les logs et sources de données possibles et disponibles vers un SIEM, le rendant en le surchargeant inutilement. Donc, ce qui affaiblit les performances du SIEM, rendant les requêtes et analyses euh, plus lentes, ça explose les licences des solutions de sécurité augmentant significativement les coûts. Et généralement, dans cette approche, vu qu'on va mettre dans un SIEM tous les logs que nous avons, généralement les logs sont mal parsés et peu normalisés, ce qui complique leur exploitation, voire même les rendre inexploitables. Et en plus de ça, ça crée un faux sentiment d'exhaustivité, laissant croire que tout est bien couvert, tout est bien intégré, alors que c'est pas le cas. Et paradoxalement, certains événements pertinents pour la détection sont absents, réduisant ainsi l'efficacité du SOC. Car ce qu'il faut savoir, c'est que euh, par défaut, certains événements ne sont pas activés. Si on prend l'exemple d'un environnement Windows Active Directory, pour des soucis de Microsoft, de performance, Microsoft a choisi de ne pas activer par défaut tous les événements d'audit. Et donc, il y a certains événements qui ne sont pas activés par défaut et qui sont nécessaires pour détecter des attaques critiques. Donc ça, c'est pour la partie collecte de log. Par rapport à la couverture de détection, généralement, et parmi aussi les pratiques courantes que nous avons vues chez pas mal de SOC, c'est qu'ils téléchargent et activent toutes les règles disponibles, que ce soit sur des repos en ligne sur Sigma, Splunk, Elastic et j'en passe. Donc, ce qui déclenche un trop grand nombre d'alertes souvent inutiles et redondantes. Et comme on dit, trop d'alertes tue les alertes, car de nature, une alerte, c'est un événement alarmant qui est censé déclencher une certaine attention et réactivité chez l'analyste. En revanche, quand on est tout le temps exposé à des alertes et à des alarmes, on perd cette réactivité. Donc, ce qui est un problème majeur chez les analystes SOC, d'être plus réactifs à des alertes et être habitués à des alertes critiques. En plus de ça, dans cette approche, généralement, les détections, bien les règles de détection sont inexplicables, manquant du contexte comme l'objectif de la création de la règle, les potentiels faux positifs associés à la règle, comment la traiter, l'investiguer, la remédier, créant ainsi des alertes qui sont non contextualisées, ce qui pousse et oblige les analystes à mener des investigations longues et complexes. Et c'est une approche en fait qui favorise la quantité de détection au détriment de la qualité, augmentant ainsi le bruit sans réelle valeur ajoutée. Et donc, au final, on se trouve avec un SOC avec une visibilité manquante, avec trop de faux positifs. Les analystes passent leur temps à traiter des alertes non contextualisées, causant du burn-out chez les analystes, ce qu'on appelle également dans le domaine de l'alerte fatigue. En contrepartie, la menace est toujours là. On risque de ne pas détecter des vraies attaques à cause d'une alerte passée inaperçue en présence de dizaines de faux positifs, ou une règle mal configurée qui nécessite du fine-tuning,
Et au final, en fait, comme on dit, la sécurité, c'est un problème de faux positifs. Mhm, mhm. Donc, si j'ai bien compris, en fait, la problématique de l'exhaustivité, il est à la fois matérialisé par tout ce qui est collecte de logs. Donc, on essaye de collecter le maximum possible de logs, donc ce qui est intuitif, et aussi en matière de couverture de détection, c'est-à-dire on essaye un peu de tourner en fait des règles dont l'objectif c'est de traiter le maximum possible. Maintenant, c'est clair que ça pose un problème. Est-ce qu'il y a une vision alternative, si on peut dire, qui pourrait nous permettre quand même d'atteindre cette exhaustivité, entre parenthèses, sans pour autant être sur ces problèmes que tu viens de décrire? Bien sûr. D'abord, on commence par écarter en fait ce qu'on appelle les fausses solutions. Il y a des fausses solutions. Certains en fait pensent résoudre ce problème en mettant en place un SOAR pour le traitement des alertes et des faux positifs. Et déjà, selon un rapport du Gartner, la plupart des projets SOAR en fait n'aboutissent pas. À, Ouais. à cause de plusieurs facteurs, on ne va pas en parler. Et en plus du fait qu'il s'agit d'une solution pas optimale du tout pour ce genre de problème. Autre solution, c'est que récemment, on a vu des discussions autour de la résolution de ce genre de problème avec de la Generative AI. Là, par rapport à la GenAI, certainement, elle aura un impact sur les SOC et sur les équipes SecOps, comme tout autre domaine en fin de compte. En revanche, je reste assez sceptique par rapport à sa capacité à traiter les faux positifs. D'accord. Déjà, les solutions IA SOC ou bien IA SOC Agent qui permettent ou bien qui promettent en fait de déléguer de l'IA la tâche de gestion du SOC fonctionnent uniquement dans les démos. Cependant, ils Mhm. n'atteignent pas leur objectif lorsqu'ils sont confrontés à des défis du monde réel. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit pour le SOAR ou bien pour la GenAI, ce sont deux approches en fait qui visent à résoudre les symptômes du problème plutôt que le problème lui-même. L'origine. Et pour, OK. et pour cela, en fait, on propose ce qu'on appelait une approche pragmatique, et il y en a qui l'appellent un SOC moderne, un SOC 2.0, un ISO selon le langage de Google. Bah, généralement plusieurs termes pour parler de la même chose. Mhm. Donc, dans cette approche, en fait, par rapport à la collecte de logs, donc il faut commencer d'abord par une vision claire de ce qu'il faut surveiller. Le SOC, en fait, doit connaître ses objectifs de détection. Et donc, il est nécessaire de démarrer sur une base d'analyse de risque afin de s'assurer que les objectifs du SOC sont alignés avec la vision risque de l'organisation. De là, on peut lister un certain nombre d'incidents redoutés, ce qu'on appelle des incidents redoutés pour l'organisation, qu'on va représenter sur une heatmap du framework MitraTac. Donc, c'est un framework qui permet de référencer les tactiques et les techniques utilisées par les attaquants. Une fois on a pu représenter en fait ces scénarios de menaces et d'attaques sur cette heatmap, on peut connaître et déduire en fait les sources de log qui sont nécessaires à la couverture des risques et déduire également les, les écarts que nous avons au niveau de la couverture. D'accord. OK. Donc là, on peut voir un exemple. Et du coup, Tarek, en fait, une petite question. Là-dessus, on parle bien en fait d'un mapping mitre. Maintenant, est-ce que l'idée, c'est aussi d'aller sur de l'exhaustivité pour couvrir tout le mitre? Comme tu sais, en fait, on a plein de solutions qui ont pris en fait le mitre comme étant un volet très important en fait dans la stratégie de marketing, et on a des solutions de sécurité qui essaient toujours de vanter en quelque sorte leur couverture complète du mitre. Est-ce que c'est ça l'objectif, ou dans ce que tu es en train d'expliquer, le mitre, ce n'est qu'un outil pour bien en fait cerner les use cases de détection. Donc, on n'est pas vraiment sur une démarche d'exhaustivité portée à la mitre. C'est bien ça. Effectivement, en fait, le MIS, c'est un outil en fait pour faire le mapping, pour avoir une visibilité, pour faire la correspondance entre des sources de log et des tactiques et des techniques dans le langage du Mitre. En revanche, ça ne doit pas être vu comme un objectif. L'objectif, c'est pas de couvrir toute la matrice, car généralement, si on essaye de couvrir toute la matrice, on aura certainement beaucoup de faux positifs. Et donc, Mhm. en fait, la meilleure approche, c'est de choisir de manière un peu stratégique quels sont les TTP qu'on va couvrir, et toujours en se basant sur les scénarios de menaces et les incidents redoutés qu'on a établis au préalable.
Donc là, on voit dans cet exemple, en fait, une correspondance entre des sources de log et des techniques. Déjà, là, j'ai des couleurs. Chaque couleur, en fait, représente une source de log sécurité. J'ai l'antivirus EDR, j'ai les logs Windows Active Directory, j'ai par exemple les logs d'audit Office 365, les logs firewall, VPN. Et là, dans la heatmap, j'ai en fait ce qu'on appelle plusieurs tactiques. Une tactique, ça représente un mini-objectif de l'attaquant. Et dans chaque tactique, on va trouver plusieurs techniques. Une technique, c'est la manière avec laquelle l'attaquant va réaliser cette tactique. Donc, comme tactique, on peut trouver la persistance. La persistance, c'est une tactique. Et dans la persistance, on a plusieurs techniques et même des sous-techniques pour atteindre et réaliser de la persistance. Et donc là, on peut voir clairement qu'on peut faire la correspondance en fait entre les sources de log que nous avons ainsi que les tactiques et les techniques. Et de cette manière, on peut également en fait déduire l'importance de chaque source de log dans notre stratégie de détection. Et D'accord. donc, pour faire en fait l'exercice, donc on peut démarrer à la base d'un certain nombre de scénarios de risque et qu'on va les utiliser pour alimenter cette heatmap avec les sources de log que nous avons. Ensuite, on va obtenir en fait les sources de données nécessaires pour la détection des scénarios d'attaque, ainsi que les écarts de couverture, les inefficacités de la politique d'audit et les problèmes d'absence de génération de log. Des fois, en fait, il faut aller en profondeur par rapport à ce qui est logué. Si on, par exemple, on prend un exemple, si on veut détecter des attaques sur une base donnée, ça se peut que cette base donnée génère des logs d'audit pour tout ce qui est opération d'insertion de données, de modification de table, de consultation de table, mais par exemple, il ne génère pas de log pour tout ce qui est suppression de table. Et donc, en fait, si j'ai un scénario de menace dans lequel un attaquant tente de supprimer des tables, ben, dans ce cas, il faut que je m'assure que j'ai bien dans mes logs en fait ben, des événements de suppression de table. D'accord. Donc là, en l'occurrence, en fait, cette projection, il profite du framework MITRE. Il établit à la fois une projection des scénarios de risque en scénario de détection, c'est bien ça. Et après, il nous donne aussi la possibilité d'évaluer ce qu'on est en train de loguer, en quelque sorte. Donc c'est ça la vision. Exactement. D'accord. Exactement. Et comme ça, on a une vision plus pragmatique et exhaustive dans le bon sens du terme de ce qu'on collecte et ce qu'on couvre en termes de collecte de log. On passe maintenant à la couverture de détection. Généralement, avant de commencer cette partie, en fait, on distingue deux types de règles de détection. Déjà, pour faire simple, une règle de détection, on peut l'imaginer comme une requête, une signature qui va s'exécuter sur des logs, sur une base de données, pour identifier des comportements malveillants. Et là, en fait, on distingue principalement deux catégories de règles de détection. Il y a ce qu'on appelle les signaux forts, ou bien règles de haute fidélité, et les signaux faibles. Une règle, en fait, est dite fiable ou de haute fidélité quand sa probabilité de remonter un faux positif est très basse et que généralement, quand elle est déclenchée, on peut avoir une certaine certitude vis-à-vis du caractère malveillant de l'événement déclencheur. Comme par exemple une alerte, par exemple sur un EDR qui détecte la présence d'un Mimikatz sur un serveur Windows. Ça, dans ce cas, on est en face d'une alerte du signal fort ou une alerte de type DC5 à partir d'un poste de travail. Donc là, il y a de fortes chances que c'est quelque chose qui est malveillante qui a déclenché en fait ces alertes. En contrepartie, les signaux faibles sont ce qu'on appelle détection atomique. Et d'ailleurs, en fait, tout à l'heure, par rapport à tes questions, le fait de chercher à couvrir toute la matrice mitre, bah, ça nous oblige d'avoir une détection atomique. Le problème avec ces détections atomiques, c'est que l'événement déclencheur de ces alertes n'est pas nécessairement un événement malveillant. Et ça nécessite en fait une investigation, une corrélation pour déterminer leur nature. Si on prend un exemple, par exemple d'un sysadmin qui se connecte à 4 heures du matin. Donc là en soi c'est un événement suspicieux, mais c'est une alerte de, 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 euh,
des signaux faibles en fait. Car un sysadmin qui se connecte à 4 heures du matin ne veut pas certainement dire que il y a quelque chose de malveillant qui, qui, qui a eu lieu. En revanche, si par exemple ce sysadmin a déclenché d'autres signaux faibles, comme par exemple la création et suppression d'utilisateurs ou bien la modification du groupe à privilèges simultanément, en fait, en corrélant ces signaux faibles, on peut constater la présence de quelque chose de malveillante et Mhm. que quelque chose de malveillant est en train de se produire. Et donc, généralement, les analystes SOC passent leur temps à traiter des signaux faibles et qui sont à l'origine de la plupart des faux positifs. Et D'accord. donc, en fait, la solution pour traiter cette catégorie de règles, c'est d'appliquer en fait ce qu'on appelle des règles de deuxième niveau pour l'agrégation et la corrélation des signaux faibles. Et donc, en fait, ce sont des règles du deuxième niveau en fait qui vont s'appliquer pas directement sur les logs, mais plutôt sur les remontées de ces signaux faibles. Et c'est une approche en fait pratique et pragmatique pour traiter les alertes de signaux faibles parce que généralement, il y en a en fait il y a des stocks en fait qui choisissent carrément de ne pas utiliser des signaux faibles car ça engendre beaucoup de faux positifs et se contenter des signaux forts. Ben, dans Mhm. ce cas, en fait, bien qu'il aura un système de détection avec moins de faux positifs, mais ils manqueront de visibilité et ils Donc, manqueront en fait ouais. des chances pour la détection précoce d'attaque. Oui, Amine? En fait, c'est un point très important. Là, quand tu parles de cette distinction entre signal fort et signal faible, est-ce que, est-ce que déjà, j'ai deux questions. Est-ce qu'on a déjà des SOC qui sont basés uniquement sur des signaux forts? Je pense que tu as donné la réponse, c'est oui. Oui. Et du coup, est-ce que on peut considérer que c'est un red flag si le taux de faux positifs au niveau d'un environnement, il est trop bas, ou tend presque vers zéro? Est-ce que c'est un flag pour le prestataire, pardon, pour un client ou pour un client qui a un SOC, par exemple? En fait, c'est pas forcément. Ça dépend en fait du cause. Ça dépend de la cause en fait de cette absence ou bien de cette diminution de taux de faux positifs. Est-ce que c'est à cause d'utilisation que des signaux forts? Là, on peut Mm. pas parler d'un red flag, mais c'est un choix en fait. C'est un choix que certains SOC choisissent de le faire. Et là, c'est également en fait question d'appétit au risque vs la charge en fait qu'on est prêt à dédier pour la supervision SOC. Mm. Mm. D'accord, Donc c'est assez c'est clair. question de Mm. choix, c'est question de positionnement, c'est question de stratégie. En contrepartie, il y a des SOC qui choisissent d'activer des signaux faibles pour ne rien louper en fait, mais en revanche, ils se trouvent submergés avec un taux très très élevé de faux positifs. Et en fait, là, la meilleure approche pour combler en fait les avantages d'avoir les signaux faibles tout en réduisant les faux positifs, c'est en appliquant en fait ce qu'on appelle des règles de deuxième niveau. Et pour cela, on va commencer d'abord par définir ce qu'on appelle des entités. Une entité peut être un utilisateur, un serveur, une adresse IP, une boîte mail. Ensuite, on va appliquer des règles de deuxième niveau, comme on peut le voir dans le schéma. Ce sont des règles en fait qui vont s'appliquer sur les remontées des alertes de signaux faibles et implémenter en fait des logiques du genre si par exemple on détecte l'occurrence de plusieurs euh, signaux faibles, ou bien alertes de signaux faibles par entité, donc par machine, par utilisateur, par IP, par boîte de messagerie, dans ce cas, on considère ça comme un signal fort et on le déclenche comme étant un incident. Et donc, c'est une approche en fait qui permet d'une part de traiter ces alertes de signaux faibles et en Mm. même temps en fait de réduire le taux de faux positifs. Et Et là, du ce qui coup, reste en fait, oui, oui, et du coup, juste une question là-dessus. Je vois que tu as mis en place une formule pour illustrer en fait cette idée. Là, on parle bien juste d'une formule mathématique. Il n'y a pas un travail colossal en matière d'ingénierie détection à faire pour agréger ces signaux faibles. C'est bien ça. On peut juste dire que si j'ai X signaux faibles portant sur une entité donnée, ben, selon mon appétit de risque, je peux déclencher une alerte de forte fidélité. oui, et en fait ça, on va pas le faire manuellement. C'est Mhm. principalement
tous les SIEM permettent de créer des règles d'agrégation, des règles dans lesquelles on peut implémenter des logiques similaires. Peu importe la technologie SIEM utilisée, on peut créer des règles en fait qui vont faire du count de signaux faibles par entité, par utilisateur, par adresse IP, par serveur, par boîte mail. Et quand ce seuil en fait dépasse une certaine valeur qu'on peut choisir, on peut choisir 5, 10, 2, 3, ça aussi c'est en fonction de notre APT risque, on génère une alerte de signal fort. Et donc pour cela, on n'a pas besoin de déployer ni SOAR, ni autre solution C'était ma question. tierce. Ouais, c'est qu'avec des règles de détection. Voilà. Et D'accord. le reste des signaux faibles, oui. Donc c'est une approche agnostique par rapport à la technologie. Peu importe ce qu'on a en place, est-ce qu'on a un SOAR, est-ce qu'on a un CM Next-Gen, est-ce qu'on a un CM open source, la Exactement, démarche est implémentable. exactement. Comme est le cas pour la plupart des choses que j'ai évoquées ou bien les choses qu'on va évoquer par la suite, ils sont vraiment SIEM agnostiques. Donc, on a choisi quelques bonnes pratiques qu'on peut implémenter sur n'importe quelle technologie SIEM. Et très clair. Et alors là, ce qui reste en fait, les signaux faibles qui n'ont pas été corrélés ou bien qui n'ont pas été si nombreux pour déclencher des alertes de signaux forts peuvent être consultés, traités par un analyste de manière hebdomadaire, donc sans Mhm. vraiment euh, les considérer comme un incident. Donc une simple revue pour s'assurer que rien ne va mal est largement suffisante. D'accord. Deuxièmement, c'est en traitant en fait de la détection comme du code et avoir des règles explicables. Donc déjà, c'est quoi une règle explicable? Là, on parle d'un concept d'explicabilité des règles et d'explicabilité des détections. Donc, c'est une règle en fait qui comporte assez de contexte et d'informations pour un analyste pour savoir comment la traiter, l'analyser. Et ce contexte-là, en fait, doit le guider dans le traitement des alertes, dans les investigations et soutenir également les efforts de remédiation si nécessaire. Et donc, une règle sans procédure d'analyse et de remédiation claire doit être écartée. Car Mhm. Et on a plein. sinon, oui, oui. Et là, en fait, on revient en fait au problème d'activation de toutes les règles ou bien de téléchargement de règles massivement à partir de repos tel Sigma qui contient en fait des milliers de règles de section. En fait, Sigma, c'est un très très bon projet, c'est un bon standard pour le partage des scénarios de menaces dans la communauté, dans un langage qui est SIAM agnostique. En revanche, le fait d'utiliser toutes ces règles-là, les alimenter dans un SIAM, crée beaucoup de faux positifs, crée des alertes sans contexte, et donc l'analyste SOC face à ces alertes bah, ne saura pas comment les traiter. Et passera plus de temps à chercher de comprendre pourquoi cette règle a été déclenchée, quels sont les faux positifs connus associés à cette règle, et ainsi de suite. D'accord. Deuxièmement, il faut construire une baseline. Et là, j'évoque la citation de Sun Tzu. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même et tu seras invincible. Généralement, en fait, les équipes SOC et spécialistes de sécurité en général connaissent les tactiques et les techniques des attaquants, leurs ennemis, plus que les comportements et les actions légitimes de leur organisation. Et donc, en fait, construire une baseline, c'est le fait de constituer une base de connaissances de ce qui est légitime, habituel chez l'organisation. Et cette baseline, d'ailleurs, va permettre d'avoir des actions qui sont plus efficaces, avec moins de faux positifs, et facilite aux analystes la charge d'investigation. Et on peut même avoir des règles pour réduire la criticité de toute alerte qui entre dans la baseline. D'accord.
Donc c'est le normal en quelque sorte. C'est ça, Tarek, Exactement, c'est construire en fait exactement. un état des lieux standard, ce qu'on connaît, les pratiques de nos utilisateurs, de nos admins, leur mode opératoire, et par la suite se baser sur cette base de connaissances pour éventuellement chasser ce qui sort en fait de cette base. C'est bien ça. Exactement, exactement. D'ailleurs, il y a des technologiciens qui permettent en fait de créer cette baseline de manière automatique. Genre, tu actives la règle en mode apprentissage, par exemple, un mode apprentissage qui va durer 7 jours ou 14 jours, selon, selon la logique de la règle. Et à partir de cette phase-là, en fait, l'alerte ne va remonter que les occurrences, en fait, qui n'ont pas été vues dans cette période d'apprentissage. Et d'ailleurs, c'est un moyen, en fait, fiable pour éviter des faux positifs sur certaines règles, notamment les règles de ce qu'on appelle les règles de signaux faibles. D'accord. Donc, troisièmement, automatisation au triage des investigations. Et là, en fait, il faut saisir toutes les opportunités d'automatisation qui se présentent, que ce soit dans le volet investigation-réponse, coupler la détection à la réponse. Cette séparation, en fait, entre la logique de détection et la logique de réponse, c'est ce qui a fait que des projets comme le soir n'aboutissent pas. C'est ce qui fait que les gens euh, qui prennent en charge la remédiation, le traitement des alertes, euh, ben, euh, n'ont pas assez de contexte pour le bon traitement des alertes, car derrière, c'est pas eux qui ont pensé à la logique de détection. Et il y a un principe utilisé chez les SOC de Google, you write it, you try it. C'est-à-dire que ceux qui écrivent les détections, les gens qui créent des règles, ou bien les ingénieurs de détection, sont les mieux placés en fait pour analyser, investiguer, remédier ou remonter des alertes. Et donc, à partir de là, on va parler d'une autre approche en fait de voir le SOC. Donc, c'est une nouvelle approche qui n'est pas basée sur l'analyste SOC, mais qui est basée plutôt sur l'ingénieur de détection. Donc, là, on parle d'une nouvelle approche. C'est le fait d'aller dans un modèle qui est basé sur l'analyste SOC vers un modèle qui se base de l'analyste SOC vers un modèle qui se base sur l'ingénierie de détection. Donc, cette vision, en fait, consiste à changer le travail des analystes SOC et les transformer en ingénieurs de détection. Pourquoi? Car le problème de base avec le modèle SOC classique, qui a été hérité du modèle du NOC, Network Operating System, c'est qu'il se base sur l'analyste SOC. Il se base sur les compétences, l'expérience et le contexte, connaissance de contexte chez cet analyste. Et donc, si par exemple nous prenons deux analystes SOC et on leur donne la même alerte, ces deux analystes la traiteront de manière complètement différente. En plus du fait qu'un analyste peut se tromper des fois, peut manquer de réflexes à cause du stress, à cause de la fatigue, à cause d'un burn-out. Et d'ailleurs, en fait, le SOC est parmi les domaines les plus affectés par le turnover des profils. Et donc, Mhm. c'est ce qui rend en fait ce modèle de SOC qui est basé sur l'analyse SOC un modèle qui est un peu euh, faible et non scalable. Et donc, dans cette nouvelle approche, le fait de se baser sur l'ingénierie de détection, dans cette nouvelle approche, on va passer plus de temps, ou bien les analystes SOC vont passer plus de temps à traiter, à améliorer les règles de détection, à améliorer la détection plutôt que traiter des, euh, Des alertes. des alertes. Voilà. Et de saisir toutes les opportunités d'automatisation qui se présentent. Et Et avec ça, en fait, on obtient. Oui? du coup, ce que tu dis, en fait, c'est carrément un changement du paradigme classique. Et du coup, est-ce que ce que tu es en train de dire, Tarek, c'est que à un certain moment, ce que tu proposes, c'est d'avoir une équipe d'ingénieurs de détection qui s'occuperont aussi de l'analyse, parce que d'habitude, c'est deux équipes différentes, voilà, des équipes d'injection, de détection, d'ingénierie détection qui s'occupent de tout ce qui est transformation en fait de l'état de menace vers des règles de détection, et l'équipe des analystes qui vont traiter les alertes générées par des règles. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'on va avoir en fait un profil analyste ingénieur en quelque sorte. Exactement, exactement. Donc, on peut déjà commencer d'abord par rapprocher ces deux équipes.
rapprocher les analystes SOC avec les ingénieurs de détection, faire en sorte à ce qu'ils aient des meetings de façon régulière pour échanger de leur quotidien. Et dans l'idéal, pousser les analystes SOC à apprendre à créer à des règles de détection et à la limite avoir une équipe de détection et de réponse qui crée des règles et implémente également leur logique d'investigation et de réponse. Traiter ces détections comme du code, comme des playbooks de détection et de réponse incident, appliquer les règles de software engineering à tout ce qui est detection engineering. Et avec ça, en fait, on obtient un dispositif de détection et de réponse avec moins de faux positifs, avec Mhm. une couverture qui est beaucoup plus fine, avec un traitement et investigation et remédiation d'alerte qui sont plus efficaces, car là, on va plus dépendre du réflexe et des compétences d'analyste, mais plutôt on va dépendre de procédures claires qui sont bien définies, revues et améliorables avec le temps. Et donc, en fait, la capacité de détection et de remédiation sera en amélioration continue, car on se base plus sur la réactivité d'analyse SOC ou bien sur les compétences d'analyse SOC, mais plutôt sur des playbooks euh, qui sont écrits et maintenus, traités comme du code, Comme du code. améliorables comme du code, et ce qui va permettre également de réduire la charge de travail des équipes, des équipes de SecOps en général. Et actuellement, en fait, lorsque tu parles de tout ce qui est detection as code, là, on est en quelque sorte en train de rajouter une couche assez significative de développement de règles et pour le traiter comme un cycle de développement classique qui va avoir tout ce qui est agilité, etc., en matière de détection. C'est comme si on aura l'agilité qu'on a d'habitude au niveau des cycles de développement de logiciels, on va la ramener sur le volet détection, sécurité, et du coup, on serait agile en matière de mapping de l'état de menace rapidement en termes de règles de détection. Effectivement. Et d'ailleurs, il y a même qui considèrent un faux positif comme un bug logiciel Ok, qui doit oui, être ouais, ouais, traité effectivement. par des développeurs. D'accord, c'est intéressant. Et d'ailleurs, en fait, dans cette approche, il y a déjà quelques piliers de cette approche. D'abord, il y a Netflix qui a publié un article en 2018 sur LinkedIn. Elle parle de son SOC-less Detection Team. Donc, c'est un SOC sans forcément avoir une équipe SOC. Et bah, comment ça fonctionne derrière? C'est sont des détections as code bah, dans lequel l'ingénieur de détection a préalablement défini la manière avec laquelle les remontées d'alerte de cette règle seront analysées, investiguées, traitées et routées directement vers leur destinataire. Donc sans forcément avoir besoin d'impliquer des analystes SOC. Et donc là en fait on n'est pas en train d'enlever l'humain du SOC, mais on est en train d'enlever l'analyste SOC. Donc là on parle pas d'un SOC autonome sans humain là-dedans, mais plutôt on va transformer le rôle d'analyste vers un rôle d'ingénieur. Car Ingénieur, d'accord. il y a certains enfin, qui pensent qu'on peut automatiser et déléguer à la machine toute la gestion d'un SOC. Et donc là, on parle clairement d'un shift de rôle, d'un modèle qui est basé sur les analyses SOC vers un modèle qui est basé sur de l'ingénierie. Mhm. Et Et remettre effectivement l'ingénierie de détection à sa vraie place au sein du dispositif de détection. exactement. Et pour que ça plus qu'un métier de support dans le SOC, mais que ce soit le cœur en fait des équipes de l'organisme de détection. D'accord. Et là, on a également Google qui vient de partager publier un article How Google Does It, Making Threat Detection High Quality, Scalable and Modern. Et là encore, en fait, il parle de cette approche de saisir toutes les opportunités d'automatisation qui se présentent. Donc, automatiser tout ce qui est possible pour réduire les charges manuelles des analystes et de combiner en fait la détection à la réponse. De faire en Mhm. sorte à ce que les ingénieurs de détection qui
créer des règles détection eux-mêmes définissent la manière avec laquelle ces alertes sont analysées, traitées, investiguées et remédiées si nécessaire. D'accord, c'est intéressant. Maintenant, en fait, avant de laisser la main aux participants de poser leurs questions, j'ai une dernière question en fait concernant ce modèle qui semble très très intéressant. Vu qu'on a déjà eu l'opportunité d'en discuter, et voilà, même de le regarder en production sur certains environnements qu'on gère. Maintenant, une question légitime, c'est que est-ce que pour une organisation qui a déjà un dispositif SOC en place, qui est sous un paradigme, sous le paradigme classique qui consiste à, voilà, avoir un minimum de travail sur le volet ingénierie détection, des analyses sur plusieurs niveaux, est-ce qu'il y a en fait une roadmap que tu peux préconiser, une roadmap pragmatique qui permettra à une organisation qui est déjà dans la démarche classique du SOC de au moins tester ou d'expérimenter avec cette nouvelle démarche. Ma question, c'est concernant la complexité d'un shift, parce que je sais en fait que pour une organisation qui vient à peine en fait de penser à un projet ou à un chantier SOC, ça sera intéressant, je dirais pas facile de suivre en fait cette vision, mais pour une organisation qui a déjà un SOC, qui a déjà des playbooks, des choses qui sont déjà en place, est-ce qu'il y a une certaine complexité à considérer au niveau du shift de la démarche classique vers la démarche moderne comme tu l'as décrit? En fait, une certaine complexité, oui, mais avec un ROI. Déjà, ça dépend de plusieurs facteurs. Est-ce que c'est un SOC qui est entièrement interne ou c'est un SOC hybride géré par un MSSP ou un MDR? Donc, mais grosso modo, bah, la première chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de rapprocher les deux équipes, de rapprocher les équipes, les analystes SOC des équipes de détection, bah, faire en sorte à ce qu'ils aient des échanges de manière régulière. Deuxièmement, il faut encourager en fait les analystes SOC et les pousser à apprendre à créer des règles. De même, pousser les ingénieurs de détection à voir comment les analystes SOC traitent leur alerte. Ça, c'est pour la partie process. Pour tout ce qui est KPI, on peut ajouter d'autres KPI à notre SOC, comme le KPI d'automatisation. Genre, jusqu'à quel point on a automatisé des tâches qui sont des tâches qui sont manuelles. Côté technologique, on peut utiliser des soirs existants, des solutions d'automatisation. Il y a pas mal de solutions d'automatisation maintenant qui proposent également des playbooks d'automatisation dans la SecOps. Et donc en fait, comme tu l'as bien dit, c'est une roadmap sur laquelle on peut se projeter pour changer un peu l'ADN du SOC. Il y a un ROI, comme tu l'as dit, et bien sûr des métriques Exactement, qui vont permettre de rapidement visualiser la valeur ajoutée de cette démarche. Très, très bien. exactement. En fait, c'est comme si on compare en fait l'approche analyste avec l'approche ingénierie. Dans l'approche ingénierie, en fait, on va résoudre le problème une fois. Ça peut nous prendre par exemple une demi-journée à fixer une règle, mais quand on va la fixer, on va plus y retourner. Contrairement à l'approche traitement d'alerte où on est obligé de traiter la même alerte peut-être 100 fois par semaine. Oui, effectivement. Et surtout, lorsqu'on imagine un peu la taille du backlog des tickets, en fait, au niveau des SOC, ça peut être extraordinaire en matière de tickets qui sont là en train d'attendre, en fait, à ce qu'ils soient traités par un analyste. Effectivement. Écoute, c'est très intéressant, très, très intéressant ce que tu expliques, Tarek. Merci beaucoup. Je ne sais pas, côté participants, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Ça nous intéresse aussi pour ceux qui sont déjà en fait sur une vision SOC ou carrément qui ont été investis sur le déploiement d'un projet SOC. Ça nous intéresse aussi de vous écouter, voilà, d'échanger autour de ce paradigme que Tarek vient de présenter.
Donc là, je suis en train de voir les commentaires. Donc n'hésitez pas à partager vos retours ou éventuellement vos questions. En tout cas, pour les deux ressources qu'a présenté Tarek, je pense qu'on va les mettre on va les mettre sur le chat. Comme Oui. ça, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur deux REX très, très intéressants de deux organisations que personne ne peut douter sur les capacités de détection qu'ils ont sur l'environnement, à savoir Netflix et Google. Merci, Hussein. Merci à vous. D'accord, il y a une Bonjour, question monsieur. de Jérémy. Oui, Donc, recommandation d'outils open source pour mettre en place un SOC pédagogique. pédagogique. En fait, Ouais, déjà, en fait, je pense, vas-y, Amine. je tiens déjà à remercier Monsieur Brifou parce que je le connais personnellement. Mais effectivement, en fait, ce socle pédagogique, c'est aussi un volet très, très important à traiter, Tarek, parce que, comme tu l'as dit, c'est une transformation de modèle de l'analyste vers le modèle d'ingénieur de détection. Donc, je pense qu'il y a aussi un volet à considérer au niveau des formations des analystes, parce que finalement, on doit un peu changer de paradigme quand il s'agit de préparer voilà, les ingénieurs, en fait, à occuper des métiers d'ingénieur de détection. Effectivement. Alors déjà par rapport à l'outillage, alors là franchement en fait l'outillage de cette nouvelle approche, bah, ne diffère pas beaucoup en fait de l'outillage classique. Donc on aura toujours besoin d'un SIEM, d'une plateforme de ticketing, d'un d'une source de cyber threat intelligence. Là en fait ce qui peut être avéré nécessaire c'est un SOAR. Un dispositif SOAR ou n'importe quel en fait dispositif d'automatisation. Dans les soirs open source, il y a Shuffle qui en fait qui peut jouer le rôle d'un soir open source. Il y a d'autres en fait outils d'automatisation comme N8N bah, qui peut être également utilisé dans sa version gratuite pour automatiser les workflows d'un SOC. Mais en fait, le principe de base, il n'est pas lié à une technologie particulière, mais il est lié à l'approche. C'est de faire en sorte à ce que les règles que nous allons détecter comportent assez de contexte et assez d'informations, voire même permettent d'automatiser les actions d'investigation et de remédiation. Mhm. Et surtout pour revenir en fait à la question d'un outil en fait open source pour offrir un environnement d'apprentissage, je pense qu'il y a plein de solutions actuellement open source. Je pense qu'on a déjà eu l'opportunité de tester Tarek, notamment sur la partie open source élastique, qui Ouais. pourrait. Amine, je pense que tu as un problème de sang. Amine, Amine a un problème de connexion. Alors, Jérémy, on est parti sur l'infra Proxmox avec OpenSense, Oiseau, OpenCTI, Caldera. Vous en pensez quoi? Bah oui, en fait, c'est une stack open source connue pour faire un SOC. Là, ce qu'il vous faut, c'est un composant pour automatiser les actions d'investigation et de remédiation. Donc là, vous pouvez ajouter Shuffle à votre stack. Ou vous pouvez également, si vous avez l'appétit de développer des scripts en Python pour assurer cette interconnexion entre le SIEM, LixDR, Oiseau ainsi que les, les équipements que vous voulez impliquer dans la remédiation.
Et le cas le plus simple de remédiation automatique avec lesquels vous pouvez commencer, c'est d'envoyer des messages sur Teams ou sur des plateformes ticketing vers les bonnes personnes. Par exemple, si on détecte une alerte de par exemple, une connexion à partir d'un pays inhabituel, on peut d'abord en fait automatiser l'envoi de messages vers la personne concernée par cette alerte, lui poser la question est-ce qu'il est bien lui derrière cette tentative d'authentification. Attends, je t'envoie le lien du Shuffle soir. Ouais, c'est bien le lien que tu as mis dans le chat. Donc il y a Shuffler. Hop. Il y a également NI8N, hop, qui peut être également utilisé pour l'automatisation des workflows SOC. Quand bien sûr, on peut également, et c'est ce que fait d'ailleurs pas mal d'équipes SOC, ben on peut développer des scripts avec des langages de scripting pour automatiser les workflows d'investigation automatique et de remédiation à certaines alertes. Ok, très bien. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je tiens juste à préciser que ce premier échange, mes webinaires, en fait, il fait partie d'une série d'événements à venir qui vont essayer en fait de ramener d'autres acteurs de l'industrie cyber pour qu'on puisse échanger d'autres sujets, pas nécessairement liés au SOC, mais je pense que c'est un bon échange. Voilà, c'est une belle opportunité pour pouvoir surtout s'ouvrir sur d'autres méthodes. Ok, bah, en tout cas, merci beaucoup Tarek, Avec plaisir, Amine. et je dirais à bientôt. Parfait. Merci, au revoir. Merci à tous et à toutes. Au revoir.